Quelques heures seulement après qu'Israël, le Liban et les États-Unis ont dévoilé un accord historique qui pourrait enfin démanteler le Hezbollah et mettre fin à des décennies de combats à la frontière nord d'Israël. Des avions de chasse américains étaient de retour au-dessus de l'Iran, frappant de nouvelles cibles alors que le président Trump a averti qu'il pourrait devoir terminer le travail. Nous allons en parler aujourd'hui dans la Minute de Jérusalem. Bienvenue de nouveau dans la Minute de Jérusalem, ici sur JNS TV. L'actualité principale de ces derniers jours, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord cadre trilatéral à Washington. Passons tout de suite à l'extrait. Hier, avant l'entrée du Shabbat, nous avons obtenu un succès historique pour l'État d'Israël. Après des négociations directes entre Israël et le Liban sous la médiation des États-Unis, nous sommes parvenus à un cadre d'entente qui nous permet d'avancer vers la fin du conflit et, si Dieu le veut, d'aboutir plus tard à un accord de paix entre les deux pays. Dans le cadre de ces ententes, les États-Unis et le Liban reconnaîtront le droit d'Israël de maintenir une zone de sécurité à l'intérieur du Liban tant que cela sera nécessaire pour notre sécurité. Je veux que vous sachiez, c'est une grande défaite pour l'Iran et le Hezbollah. Le Liban, Israël et les États-Unis disent en fait à l'Iran « cela ne vous concerne pas ». Vous n'avez rien à faire ici, vous n'avez aucune implication et aucun rôle, ni vous, ni le Hezbollah, ni aucune organisation terroriste. Alex, le Premier ministre Netanyahou évoque la fin possible du conflit avec le Liban, ce qui pourrait aboutir à un accord de paix formel. Le désarmement du Hezbollah, l'armée libanaise jouant un rôle important, prenant le contrôle des zones où se trouvait le Hezbollah. Et par-dessus tout cela, cependant, Alex, le Hezbollah affirme qu'il n'a rien à voir avec cet accord. Oui, comme nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises au cours de ces négociations, il s'agit d'une négociation entre l'État d'Israël et l'État du Liban. Le Hezbollah n'est pas parti à l'accord. Alors, que permet d'accomplir cet accord si le groupe terroriste qui attaque Israël n'est pas partie prenante à l'accord? Je pense que la première chose que cela fait, c'est que le Liban accorde à Israël, par le biais d'un accord entre les deux pays, le droit pour son armée d'opérer dans le sud du Liban. Oui, c'est en fait très important parce que ces dernières semaines, on a vu le gouvernement libanais parler de retrait israélien. Et ici, ce que le gouvernement libanais dit, c'est qu'il ne veut pas que l'Iran soit souverain dans son pays. Et ils reconnaissent que le seul pays qui peut empêcher l'Iran d'entrer et qui peut repousser le Hezbollah, c'est Israël. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'Israël se retire de quelques-unes des positions stratégiques qu'il occupe, mais il maintient la ligne jaune jusqu'au fleuve Litanie et, dans certains cas, au-delà. Maintenant, ce que vous avez vu ces dernières semaines, c'est qu'Israël a en fait pris de plus en plus de terres à l'intérieur du sud du Liban, même au-delà du fleuve Litanie. Et vous voyez maintenant quelle était la stratégie. La stratégie était de prendre des terres supplémentaires afin que, si vous entriez en négociation et que vous vouliez céder quelque chose, vous puissiez vous retirer d'une partie du territoire tout en maintenant la zone de sécurité qu'Israël considère comme étant dans son intérêt stratégique. Donc, c'est vraiment important. Premièrement, que le Liban signe l'accord permettant à Israël d'opérer dans le sud du Liban. Et deuxièmement, qu'Israël maintienne la zone de sécurité jusqu'au fleuve Litanie. Mais laissez-moi vous demander, l'armée libanaise devait gérer le Hezbollah après la Seconde Guerre du Liban en 2006, mais cela n'est jamais arrivé. Peut-on compter sur eux maintenant, alors qu'Israël se retire et que l'armée libanaise prend le relais, sachant que des éléments du Hezbollah sont présents en son sein? Les choses seront-elles différentes cette fois-ci, selon vous? Mais il y a certainement le danger, n'est-ce pas, que le Hezbollah puisse simplement infiltrer l'armée libanaise. Mais encore une fois, Israël maintient ses positions dans la barrière de sécurité pour protéger les habitants du Nord. Et tant que le Hezbollah reste le Hezbollah, tant qu'il continue de s'approcher des troupes israéliennes, Israël conserve le droit d'attaquer le Hezbollah dans le sud du Liban. Donc, ce que vous verrez en réalité, c'est que si le Hezbollah continue d'agir comme une organisation terroriste, il n'y aura pas d'autres retraits israéliens. Et de cette façon, ce que vous voyez, c'est que cet accord est très similaire à l'accord qui a été signé dans le cadre de ce plan de paix en 20 points pour instaurer un cessez-le-feu à Gaza. Israël contrôle 60% de la bande de Gaza et il ne se retire davantage du territoire que si le Hamas se désarme réellement.
Et qu'avons-nous constaté? Le Hamas ne s'est pas désarmé et il est peu probable qu'il le fasse. La situation est similaire au Liban. Tant que le Hezbollah reste une force terroriste active, vous ne verrez pas de retrait israélien. Et cela fait partie de cet accord. Vous aviez entendu la France et l'Italie la semaine dernière parler de la création d'une sorte de force multilatérale qui viendrait gouverner le sud du Liban. Rappelez-vous, après le retrait israélien de 2006, il y avait la FINUL, cette force étrangère de combat basée sur l'ONU qui était censée empêcher le Hezbollah d'opérer dans le sud du Liban. Et le Hezbollah a simplement opéré juste sous leur nez. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est empêcher Israël d'agir contre le Hezbollah dans le sud. Ici, aucune force internationale ni FINUL n'est présente. L'État d'Israël est le seul garant de la sécurité israélienne près de la frontière. Tant que le Hezbollah agit en organisation terroriste, Israël ne quittera pas cet endroit de sitôt. Et une autre chose que je voudrais suggérer, c'est que nous avons récemment assisté à beaucoup de tensions entre Israël et les États-Unis. Il semble que le président soit très déterminé à sortir de ce conflit avec l'Iran à tout prix. Il était même prêt à envisager l'idée que le cessez-le-feu avec le Liban faisait partie de cet accord avec l'Iran. Ce qu'Israël a réussi à faire ici, c'est de séparer les deux choses, conclure un accord bilatéral entre Israël et le Liban qui garantit la sécurité israélienne, mais qui donne aussi à Israël l'opportunité de faire retomber la tension. Et je m'attends à ce que vous voyiez des réponses israéliennes très limitées, très mesurées, face à l'agression du Hezbollah au cours des 100 prochains jours, dans l'idée de passer les élections de mi-mandat aux États-Unis. Après ces élections de mi-mandat, si vous continuez à voir le Hezbollah refuser de s'engager dans un accord de cessez-le-feu, je pense alors que vous pourriez voir Israël prendre des mesures beaucoup plus agressives pour affaiblir le Hezbollah, même dans les régions du nord du Liban, y compris à Beyrouth. Alex, concrètement, à la frontière nord, en ce moment, on nous dit que les FDI sont en état d'alerte maximale à la suite de la signature de cet accord trilatéral. Le Hezbollah accuse le gouvernement libanais de trahison pour avoir conclu cet accord. Les FDI s'attendent peut-être à une réaction du Hezbollah. Nous ne savons pas à quel point cette réaction sera forte en termes de tirs contre les troupes israéliennes qui sont toujours stationnées dans cette zone de sécurité et contre les communautés frontalières du nord d'Israël. Combien de fois avons-nous été en alerte maximale ces 2 dernières années et demie, et maintenant la frontière nord l'est encore? Eh bien, on pourrait certainement voir le Hezbollah chercher à violer cet accord dès la première minute et essayer de pousser Israël spécifiquement à mener des attaques de représailles plus importantes dans le sud du Liban, dans l'espoir que cela isole davantage Israël du président Trump en ce moment. Et on pourrait aussi potentiellement voir l'Iran dire « non, nous voulons garder le contrôle sur notre organisation terroriste dans le sud du Liban, dans la mesure où nous, en tant qu'Iran, sommes prêts à défendre et soutenir le Hezbollah dans ses attaques contre Israël. Vous pourriez donc voir quelque chose s'enflammer très rapidement où le Hezbollah attaque, Israël riposte, et vous pourriez même voir, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, l'Iran entrer directement dans la mêlée. Mais nous avons déjà vu le ministre de la Défense Katz et d'autres responsables israéliens déclarer que toute attaque de l'Iran sur le sol israélien recevra une réponse féroce. Donc, il existe une voie vers l'apaisement. Les États-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran et à rouvrir le détroit d'Ormuz. Nous en parlerons dans un instant. Mais vous voyez aussi maintenant la possibilité d'une issue au conflit ouvert entre Israël et le Hezbollah. Ce n'est en aucun cas une certitude, mais nous voyons que l'accord de cessez-le-feu à l'intérieur de Gaza, par exemple, tient. Et souvenez-vous de ce que le président Trump a dit il y a quelques semaines. Il a dit qu'un cessez-le-feu, c'est quand les deux camps tirent moins, n'est-ce pas? Donc, attendez-vous à ce qu'Israël agisse de la même manière à l'intérieur de Gaza lorsqu'il observe des mouvements terroristes là-bas et qu'Israël soit toujours prêt à frapper s'il voit des terroristes se déplacer dans le sud du Liban. Alex, passons à l'Iran. Il y a eu des échanges de tirs entre les États-Unis et la République islamique ce week-end. D'après ce que je comprends, tout a commencé lorsque l'Iran a ciblé un navire marchand là-bas en utilisant un drone. Les États-Unis ont répliqué avec des échanges et des frappes américaines ces 72 dernières heures. Vous avez le président Trump qui dit que si l'Iran continue de violer le cessez-le-feu, il considère cela comme une violation du cessez-le-feu.
Il demandera à l'armée de terminer le travail que nous avons très bien commencé. Selon le président Trump, J.D. Vance, le vice-président, s'est également exprimé en disant que la violence sera répondue par la violence. Et cela dure maintenant depuis les 72 dernières heures. En effet, nous avons vu l'Iran attaquer 2 navires distincts dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières heures et des derniers jours. Et les États-Unis déclarent que non, ce sont des violations et qu'ils vont riposter. Donc, même s'il semble être dans l'intérêt financier et monétaire crucial de l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz, ils essaient de tester le président Trump. Il semble que, d'une certaine manière, ils essaient d'embarrasser le président Trump. Et eux, vous savez, s'ils continuent d'attaquer et que le président ne répond pas, alors c'est ainsi qu'ils revendiquent la victoire dans cette guerre. Donc, c'est encore une situation très, très fragile. Et je pense que si vous regardez ces 2 situations maintenant, l'une entre l'Iran et le protocole d'accord qui est promu par J.D. Vance, je crois que nous avons quelques citations de J.D. Vance. Il est écrit qu'il a déclaré sur X que l'Iran a signé un cessez-le-feu que nous avons respecté. En cas de désaccord sur l'application du MOU, ils peuvent s'appeler, mais la violence entraînera une riposte. Donc, ce protocole d'accord avec l'Iran semble être le projet diplomatique de J.D. Vance, ainsi que Jared Kushner et Steve Witkoff derrière cela. Cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban était vraiment l'idée de Marco Rubio. Donc, vous voyez ici les 2 parties manœuvrer d'une certaine manière pour prendre position, et le président observe et surveille pour voir, d'accord, quelle tentative diplomatique sera la plus réussie, la plus productive. Je pense que J.D. Vance prend des risques en ce moment. Vous savez, il suggère que l'Iran va faire tout ce qu'ils ont dit que l'Iran ferait. En même temps, Marco Rubio a réussi à rapprocher pour la première fois le gouvernement libanais d'Israël, où ils ont en fait des conversations diplomatiques, ce qui était vraiment une première depuis de nombreuses années. Et cela pourrait en fait mener à une sorte d'accord de normalisation plus large. Donc, vous voyez la diplomatie des 2 principaux acteurs et 2 successeurs possibles, je dirais, les 2 favoris pour succéder à Trump au sein du Parti républicain, J.D. Vance en Iran, Marco Rubio au Liban. Et nous verrons lequel d'entre eux, si l'un d'eux s'avère efficace. Nous verrons ce qui se passe là-bas. Et en même temps, cette semaine a eu lieu le 2e sommet annuel JNS International Policy à Jérusalem. Il y avait des centaines et des centaines de personnes présentes pendant 3 jours. Je veux évoquer le sommet dans un instant, mais l'un des faits marquants est que le premier ministre Netanyahou s'est adressé au sommet pour la 2e année consécutive. Il a abordé tous les sujets évoqués depuis des semaines, affirmant que l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires et mentionnant la situation au Liban. Passons à la vidéo du premier ministre Netanyahou au sommet du JNS sur le Liban. Quoi qu'il arrive lors des négociations, avec ou sans accord, je vous promets que l'Iran, tant que je serai Premier ministre, n'aura jamais d'armes nucléaires. Jamais. Aussi longtemps que nous aurons besoin de protéger notre peuple, nous resterons dans la zone de sécurité au sud Liban. Et la raison est parfaitement comprise. Aucun pays ne se verrait demander de faire autrement. Maintenant, imaginez les États-Unis de l'autre côté de la frontière. Vous avez des milliers, une armée de milliers de terroristes qui pillent vos villes et vos villages avec des roquettes, des missiles balistiques et des drones tueurs. Ils tuent vos soldats, ils tuent vos citoyens, ils tuent vos enfants et ils les menacent chaque jour. Eh bien, que ferait l'Amérique? Dirait-elle, eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire? Abstenons-nous de riposter. Est-ce que l'Amérique dirait cela? Non. Vous savez ce qu'elle ferait? Franchir la frontière, établir une zone de sécurité, éliminer les terroristes et défendre son peuple jusqu'à la fin de la menace. C'est ce que nous faisons. C'était donc le premier ministre Netanyahou, probablement l'une de ses déclarations les plus fermes sur ce sujet. N'importe quel autre pays, en particulier les États-Unis, s'ils étaient attaqués à l'une de leurs frontières, que ce soit le Canada, le Mexique ou autre, ils entreraient certainement dans ce pays, prendraient le contrôle d'une partie du territoire et s'assureraient qu'ils ne représentent plus une menace terroriste. On voyait que le premier ministre était très animé là-bas. On ne l'a pas vraiment vu aussi animé depuis longtemps, je dirais, lors de discours publics comme celui-ci. Mais il était animé, la foule était animée.
Je pense que les deux camps se répondaient, s'équilibraient l'un l'autre. Oui, à mesure que le premier ministre recevait plus d'applaudissements pour ce qu'il disait, il s'animait davantage et inversement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la doctrine du premier ministre est pleinement affichée. Israël a fait, lors de la guerre de 12 jours, puis lors de l'opération Lion rugissant, conjointement avec les États-Unis pendant qu'ils menaient à l'opération Fureur épique, tout ce qu'ils pouvaient pour retarder le programme nucléaire iranien. Le programme nucléaire iranien n'existe pas en ce moment. Il a été repoussé de nombreuses années. Et comme l'a souligné le Premier ministre dans son discours, non seulement ils ont détruit les installations et les capacités de production, mais ils ont aussi éliminé les scientifiques, ce qui signifie que, vous savez, sans les scientifiques, on ne peut vraiment pas reconstruire le programme parce qu'ils ont éliminé le savoir-faire nécessaire à la reconstruction, en plus d'avoir frappé les installations. Donc, d'une part, le premier ministre dit que tant qu'il sera premier ministre, il fera tout pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Il a pris une mesure majeure au cours de l'année écoulée pour cela. Et en même temps, il affirme qu'il ne quittera pas la zone de sécurité dans le sud du Liban. Et qu'avez-vous vu ici? Cet accord qu'Israël vient de signer avec le Liban, cet accord au moins temporaire qui ouvre la voie à des discussions vers un accord plus permanent, alors qu'Israël refuse de quitter la zone de sécurité dans le sud du Liban. Et nous savons que le président des États-Unis et J.D. Vance faisaient tous les deux pression sur Israël pour un retrait. Et vous voyez très clairement ici que le premier ministre est resté ferme et a maintenu sa détermination concernant le retrait israélien au Liban. Je veux rester ici sur le sommet de la politique internationale qui a lieu cette semaine à Jérusalem. Le Premier ministre, le président d'Israël, le ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts responsables étaient présents. Il y avait plus de 200 intervenants, experts, journalistes, diplomates, décideurs politiques. Et c'est vraiment difficile de tout résumer parce qu'il y en avait tellement. C'était du matin au soir pendant pratiquement 3 jours, en plus de toutes les autres activités autour du sommet. Mais si tu pouvais juste identifier un ou deux de tes moments forts, en plus des images que nous venons de voir du premier ministre Netanyahou lors du sommet, quels ont été les moments marquants? Quelles sont certaines des choses que tu vas retenir alors que nous avançons en termes de politique discutée, de politique à mettre en œuvre à l'avenir et peut-être juste un intervenant qui t'a vraiment marqué? Tu sais, je pense que l'intervenant qui s'est vraiment démarqué était le premier intervenant majeur du sommet, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. Tu sais, il a commencé en disant que le matin, il vérifiait les réseaux sociaux juste pour s'assurer qu'il n'avait pas été renvoyé pendant la nuit, ce qui, à mon avis, est d'un côté assez humoristique. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment drôle parce qu'il pourrait bien y avoir une part de vérité là-dedans. Mais tu sais, il a vraiment défendu l'idée de soutenir Israël si tu es américain. Et je trouve que c'est tellement important et tellement d'Américains ont besoin de comprendre ça, ont besoin d'entendre ce message. Mais il y avait tellement d'hommes politiques là-bas, et Naftali Bennett, Benny Gantz, des ministres du gouvernement actuel, Avi Shikli, Gil Gamliel. Il y avait le chef de Raphaël, Yuval Shinitz, qui était là. Il a parlé des 10 premières minutes de la guerre et de la façon dont l'Iran n'a pas pu voir 200 avions entrer dans son territoire. Et tu as aussi mentionné la politique. Et l'une des choses que nous avons faites, c'est que nous avons organisé ces forums politiques. Il y avait environ 12 forums différents traitant de questions juridiques, de la lutte contre l'antisémitisme, de la Judée et la Samarie, toutes sortes de questions politiques différentes. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé avec ces forums. Ce sont des sortes de grands groupes de travail pour créer des recueils de recommandations politiques issus de chacun de ces forums. Ainsi, au moment où le forum se réunissait réellement lors du sommet, il y avait un document politique complet qui accompagnait ce que ce forum essayait d'accomplir. Donc, il n'y avait pas que des paroles qui sont sorties du sommet de Iéna, il y avait aussi des recommandations politiques. Et nous espérons que certaines de ces recommandations politiques parviendront aux bonnes personnes et finiront par influencer les politiques, mais aussi les politiques du gouvernement de l'État d'Israël, les politiques du gouvernement des États-Unis, les politiques de certains gouvernements européens et d'autres encore. Donc, nous avons eu, encore une fois, comme vous l'avez dit, nous avons eu 1244 participants sur les 3 jours. Nous avons eu 230 intervenants. Vous voyez, cela a commencé dimanche après-midi et s'est terminé tard dans la nuit de mardi. C'était un programme très, très avancé et développé sur toutes les différentes questions politiques auxquelles Israël et le peuple juif sont confrontés. Nous avons également annoncé que nous changeons officiellement le nom de GNS, passant de Jewish News Syndicate à Jerusalem News Syndicate.
Vous savez, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez regarder mon discours. C'était le tout premier discours dimanche soir lors de l'ouverture du sommet. Et ce que je pense que cela a apporté le sommet dans son ensemble, mis à part le fait que tout le monde disait que c'était un rassemblement incroyable. Ce que cela fait, n'est-ce pas? Cela renforce tout cet écosystème d'acteurs qui se battent jour et nuit pour le bien du peuple juif, pour l'État d'Israël, sur les différents fronts où ils luttent, que ce soit dans les forums internationaux, dans les salles d'audience, dans les milieux politiques ou parmi les influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, ils sont tous là dehors à essayer d'influencer la façon dont les gens perçoivent les situations liées à Israël, liées aux préoccupations juives. Beaucoup d'entre eux se sentent isolés, confrontés à des forces plus puissantes et manquent de financement par rapport à leurs besoins. Mais quand vous rassemblez tout le monde, c'est en fait très inspirant. Je pense que les gens sont repartis pleins d'énergie, de nouveau engagés dans la lutte, réalisant que même si individuellement nous manquons de financement, ensemble nous formons une industrie puissante. Et c'est une industrie qui est du côté de la vérité et qui a la chance de gagner. Je suis d'accord. Cet événement, tout le sommet, était incroyable. Je recommande vivement de regarder le discours de l'ambassadeur Huckabee avec Ira, qui selon moi était aussi un des temps forts. Et si vous en avez manqué une partie, si vous étiez aux États-Unis ou en Israël et que vous n'avez pas pu venir, allez sur JNS TV où tout est vraiment décortiqué et archivé. Pendant que nous parlons, tout ce contenu, soit plusieurs heures, est en cours de mise en ligne. Rendez-vous sur JNS et je pense aussi. Vous savez, nous avons conclu dimanche soir, nous avons terminé avec Marc Lévin de Fox News, puis le premier ministre mardi soir. Nous avons terminé avec les humoristes Ami Kozak et Yoshai Sponder. Et lors d'une session qui était animée par Flor Assam Nahum, qui est ici le modérateur du programme télévisé JNS The Quad, ce qu'elle a fait, c'était une fausse séance de thérapie entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou avec Ami Kozak jouait Donald Trump et Yochai Sponder jouait Bibi Netanyahou et c'était vraiment, vraiment drôle. Donc, j'encourage tout le monde à aller le voir. Nous avons terminé avec Abdallah et je pense vraiment que le sommet était par moments absolument magique, très spécial. Et nous avons hâte non seulement de l'organiser à nouveau l'année prochaine à Jérusalem, mais aussi d'apporter une version du sommet à Washington, D.C. au printemps. Et je crois vraiment que cela va être un tremplin pour JNS alors qu'il poursuit sa trajectoire. En plus de tout cela, d'ailleurs, ce qui se passait dans les couloirs était absolument incroyable. Le réseautage qui avait lieu, j'ai vu des relations se créer, des partenariats se former là-bas dans le hall. Donc, si vous voulez être inspiré, allez regarder certaines des vidéos sur JNS TV. Passons maintenant à d'autres actualités ici. Concernant la guerre aux États-Unis, cette semaine, 2 votes ont eu lieu au Sénat. Lors du deuxième vote, commençons par cela, le Sénat américain a rejeté une mesure visant à limiter les pouvoirs de guerre du président américain Donald Trump, un jour après avoir adopté une résolution distincte appelant au retrait des forces américaines d'Iran. J'essaie de comprendre comment ces 2 votes du Sénat s'accordent et si cela aura un impact sur la façon dont le président Trump va agir durant cette période. Eh bien, en ce moment, il semble que les États-Unis cherchent à se désengager et à ne pas se réimpliquer militairement avec l'Iran. Vous avez vu le Congrès essayer à plusieurs reprises de limiter les pouvoirs de guerre de Trump. Maintenant, ces pouvoirs de guerre exigent, vous savez, des limites sur les opérations qui durent plus de 60 jours. Pendant ce temps, l'opération Fureur épique du président Trump n'a pas duré plus de 60 jours. Je pense que cela n'a pas duré plus de 60 jours exprès pour éviter tout problème avec la loi sur les pouvoirs de guerre. Si le président Trump perd la Chambre en novembre, ce qui est un scénario juste et potentiellement probable, vous pourriez voir, ensuite, la Chambre tentera d'adopter une autre loi limitant les pouvoirs de guerre. Et surtout, si les républicains perdent le Sénat, ce qui n'est peut-être pas aussi probable, mais il y a quand même une certaine probabilité que le Sénat soit également perdu. Et cela pourrait réellement freiner la capacité de Trump à continuer à mener la guerre. Et évidemment, il y a des interprétations. Est-ce une extension de la guerre précédente? Est-ce une opération totalement différente et séparée parce qu'il y a eu ce long cessez-le-feu entre les deux?
Mais toute personne qui pense que le président Trump pourrait facilement reprendre la guerre après les élections de mi-mandat, eh bien, si les Iraniens continuent d'essayer d'embarrasser le président, on pourrait se retrouver dans une situation où le président, vous savez, ignore tous les conseils de J.D. Vance, de Witkoff, de Kushner ou de n'importe qui d'autre et se rend compte qu'il doit terminer le travail. Au final, Trump aime gagner. Et ici, il ne semble pas vraiment qu'il ait gagné, même si l'opération militaire a été incroyablement réussie en ce qui concerne sa capacité à détruire les installations nucléaires et à éliminer la production de missiles balistiques. L'une des raisons pour lesquelles je pense que ce protocole d'accord est totalement différent du JCPOA, c'est parce qu'il fait suite à l'action militaire. Il vient d'une situation où l'Iran n'a plus de programme d'armes nucléaires. Si vous revenez en arrière et que vous regardez, je sais qu'on change de sujet, mais si vous revenez en arrière et que vous regardez le JCPOA d'Obama, ce que cela a fait, c'est que cela a imposé des restrictions à la capacité de l'Iran d'enrichir l'uranium au-delà de 60%, mais ils avaient de l'uranium enrichi à 60% et ils avaient aussi les centrifugeuses pour continuer à enrichir davantage cet uranium. Cela a également permis à l'Iran de continuer à développer son programme nucléaire, sans parler du fait qu'à la fin de l'accord, il y avait des clauses de caducité. L'Iran aura en fait la possibilité d'enrichir cet uranium un peu plus et d'atteindre ici le niveau d'enrichissement nécessaire pour des armes nucléaires. Ce que fait ce protocole d'accord, c'est qu'il dit que le statu quo doit être maintenu, mais quel est le statu quo? Le statu quo, c'est l'absence de programme nucléaire. Donc, tout développement vers un programme nucléaire, à quelque niveau que ce soit, constitue une violation flagrante de l'accord. Maintenant, l'Iran tiendra-t-il parole? Je ne pense pas qu'il faille jamais faire confiance à l'Iran pour tenir parole, mais le programme nucléaire iranien a été repoussé de très, très, très nombreuses années grâce à cette action conjointe des États-Unis et d'Israël. Je ne crois pas que Trump veuille retourner à la guerre. Heureusement, pour l'instant, le Sénat a voté pour limiter une résolution sur les pouvoirs de guerre, mais après les élections de mi-mandat, Trump pourrait ne pas être aussi chanceux. Alex, il nous reste le temps pour un dernier sujet. En Israël, j'entends de plus en plus parler de la Turquie aux infos. Il y a une crainte que le prochain front auquel Israël devra faire face soit la Turquie. Nous avons appris ces derniers jours que la Turquie pourrait potentiellement s'impliquer dans cette guerre en s'alliant avec l'Iran contre l'État d'Israël. Et apparemment, selon le président Trump, c'est sa relation avec le président turc Erdogan qui a forcé ou poussé la Turquie à rester en dehors de ce conflit. Regardons cette vidéo. Quel est votre message à votre grand ami Erdogan et au peuple turc? Je l'aime bien, c'est un ami à moi et il est resté en dehors de la guerre. Il était un candidat majeur pour entrer en guerre avec l'Iran, peut-être même du côté de l'Iran, car il n'apprécie pas vraiment Israël. Je lui ai demandé de ne pas intervenir et il l'a fait. Et savez-vous qui d'autre a été formidable? Voilà donc le président Trump qui dit qu'il a personnellement demandé à Erdogan de rester en dehors de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Peut-être qu'Erdogan essaie de rester hors de la guerre pour l'instant, mais alors que l'Iran perd sa sphère d'influence, ses tentatives d'hégémonie régionale sur le Moyen-Orient avec son réseau de groupes terroristes supplétifs, y compris le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, Kataib Hezbollah en Irak, alors que l'Iran lui-même a été gravement affaibli. Ses alliés en Syrie ne sont plus, Bachar el-Assad ne soutient plus l'Iran. Ce que vous avez réellement vu pendant cette période, c'est qu'avec la chute de Bachar el-Assad en Iran, vous avez la montée d'Al-Shara qui est soutenue par les Turcs. Et donc, ce croissant chiite a vraiment été diminué et il y a une menace majeure de développement d'un nouveau croissant sunnite qui sera potentiellement dirigé par les trois piliers, à savoir le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Vous savez, il y a une forte conviction qu'à un certain moment, dans la période à venir, que ce soit dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, Israël pourrait se retrouver en guerre avec l'Égypte, qu'il pourrait se retrouver en guerre avec la Turquie. Et bien sûr, le Qatar comme soutien, nous voyons déjà comment les Qataris sont désormais les banquiers de l'Iran, que beaucoup de l'argent dans ce protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, que les fonds qui vont finir entre les mains iraniennes sont des fonds qataris. Et les Qataris, ils en ont les moyens. Ils étaient aussi les soutiens du Hamas. Ils ont la capacité de soutenir la Turquie, de soutenir l'Égypte.
Et donc l'idée que Erdogan, qui n'est pas seulement hostile à Israël, mais qui est carrément férocement hostile à Israël, qui incite constamment contre Israël, contre le Premier ministre Netanyahou, encore plus ces dernières années que par le passé, que la Turquie puisse obtenir des F-35. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment dangereux. Maintenant, Disons, vous savez, mais avant d'aller plus loin, nous avons ici une vidéo du président Trump qui parle de ces F-35 et de la possibilité de les donner à la Turquie à ce stade avant le sommet de l'OTAN dans le cadre d'un lot d'armes en cadeau, si l'on peut dire. Regardons cet extrait. Ils veulent les moteurs F-110 et ils veulent les avions de chasse F-35. Allez-vous en Turquie avec tout un lot de cadeaux? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Écoutez, il est membre de l'OTAN. Certaines personnes ne le voient pas ainsi, mais il l'est bien. Il est un membre important de l'OTAN. oui, Je vais probablement faire quelque chose qui va les rendre très heureux. Oui, à quel point est-ce dangereux, Alex, si la Turquie, un ennemi juré de l'État d'Israël, va acquérir les F-35 furtifs américains? il existe plusieurs façons de voir les choses. Premièrement, ce sont les avions les plus puissants qui existent et Israël vient de prouver à quel point ils sont efficaces dans sa guerre contre l'Iran. Et l'idée que la Turquie, qui est très proche, je veux dire, la Turquie est bien plus proche d'Israël que l'Iran, puisse posséder ces appareils, c'est très dangereux. D'un autre côté, les F-35 qu'ils vont recevoir ne sont pas du même calibre que les F-35 qu'Israël possède. Israël a les F-35I. Ce sont les F-35 du plus haut niveau. Ils sont également améliorés une fois arrivés en Israël. Israël les démonte, y installe ses propres logiciels. Crois-moi, la version israélienne du F-35 est bien supérieure à toute autre version du F-35, mais comme tu l'as dit, ça reste quand même un F-35. Maintenant, en même temps, tu sais, si je t'offrais une voiture de course de Formule 1, ça ne veut pas dire que tu seras capable de piloter ou de conduire cette voiture de Formule 1 de la même manière qu'un pilote de Formule 1. Et qu'est-ce qu'on a vu? Tu sais, comme je l'ai dit au sommet, ces 3 dernières années, le métier le plus sûr au monde, c'était celui de pilote de chasse israélien. Je veux dire, les pilotes de chasse israéliens sont tout simplement dans une autre catégorie, bien au-dessus de tout niveau auquel on pourrait s'attendre de la part d'un pilote turc. Donc, le pilote turc est un pilote inférieur. Le F-35 qu'ils reçoivent est un avion inférieur. Le F-35 israélien est supérieur et les pilotes sont les meilleurs de leur catégorie. Je veux dire, ils prouvent même qu'ils sont meilleurs et plus forts que les pilotes américains, ce qui est vraiment incroyable. Je pense que les pilotes israéliens ne reçoivent pas assez de reconnaissance et qu'Israël ne reçoit pas assez de crédit pour la puissance avec laquelle ils ont volé aux côtés des Américains pour leur efficacité et leur performance. Mais même cette idée que le président Trump soit prêt à donner cet équipement aux ennemis jurés d'Israël et que le président des États-Unis a constamment appelé Erdogan son ami, a appelé Al-Thani, l'émir du Qatar, son ami, et il appelle Al-Shara, le président terroriste de la Syrie, vous savez, quelqu'un qui a été très bon envers lui. Tout cela est très troublant. Bien sûr. Donc, vous savez, il y a clairement des questions sur la position du président Trump aujourd'hui vis-à-vis d'Israël, comparée à celle d'il y a quelques mois, voire même il y a quelques années. Cela ne semble pas être la même position. Le premier ministre Netanyahou, à ce stade, n'est pas vraiment sur le même pied d'égalité. Nous avons vu que Netanyahou avait été invité 7 fois à rencontrer Trump avant l'opération Epic Fury. Je ne sais pas si une invitation sera envoyée à ce stade. Pendant ce temps, le président Trump parle très gentiment du maréchal pakistanais, de l'émir du Qatar et du fait qu'Erdogan est son ami. Et pourquoi préparerait-il un panier cadeau? Mais vous voyez, ce que les Qataris et les Turcs sont prêts à faire ici, c'est simplement rester du bon côté de Trump, obtenir les avantages. Et puis, quand Trump ne sera plus au pouvoir et que vous aurez déjà ces F-35, c'est là que vous pourriez voir une Turquie, une Égypte et un Qatar beaucoup plus agressifs vis-à-vis d'Israël. Nous surveillerons la situation, mais il ne nous reste plus de temps aujourd'hui. Une autre édition de Jérusalem Minute. Josh Aston pour JNS TV avec Alex Traiman de JNS TV. Assurez-vous d'aller sur JNS TV, de découvrir tous les programmes incroyables et bien sûr, de regarder toutes les images du sommet. Vous serez inspiré.
Allez aussi sur janus.org pour toutes les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Et saluons notre équipe en coulisses ici à JNS TV. Passez une excellente semaine à tous. Rendez-vous ici la semaine prochaine sur Jérusalem Minute.